Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble des histoires toutes particulières. On va voir des récits qui concernent notre histoire, mais qui ont des détails parfois assez étranges, qu'on n'explique pas forcément, ou alors on n'est pas forcément sûr que ça se soit réellement passé comme l'histoire le présente. Tout ça constitue des énigmes, les énigmes de notre histoire, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans les énigmes de notre histoire. C'est un après-midi de fin d'été, en 1100. Le roi d'Angleterre, William II, s'enfonce à cheval dans les sous-bois épais de la New Forest, dans le Hampshire. À la tombée du jour, il est mort sur le sol, une flèche dans la poitrine. Le récit ressemble à une scène de fiction médiévale, un accident de chasse façon drame royal. Mais c'est bien ce qui arrive au souverain qu'on surnomme William Rufus, le roux, à cause de son teint rouge ou de ses cheveux. Et c'est précisément parce que la scène paraît simple qu'elle va devenir l'un des mystères les plus suspectés de l'histoire anglaise. William II est le troisième fils de Guillaume le Conquérant. Quand son père meurt en 1087, l'héritage est partagé. Robert, l'aîné, reçoit la Normandie. William Rufus reçoit la couronne d'Angleterre. Le benjamin, Henri, obtient une très grosse somme d'argent, mais aucune terre importante. William règne de 1087 à 1100. Il ne se marie pas, n'a pas d'enfant, et ce détail, sur le moment, semble juste une curiosité. Mais après sa mort brutale, il devient un point central. Si le roi disparaît, c'est forcément un frère qui récupère tout. Dans les chroniques, William II n'a pas bonne presse. On le décrit comme un roi dur, excessif, rempli de vices. Il se heurte violemment à l'église, allant jusqu'à pousser l'archevêque Anselme à l'exil dans un conflit de pouvoir. Les moines de la chronique anglo-saxonne le peignent comme un homme détesté par presque tout son peuple et abhorré de Dieu. Pourtant, même ses sources reconnaissent qu'il a été efficace. Il maintient l'ordre, consolide la domination normande, étend son contrôle vers le pays de Galles et impose même une forme d'autorité sur le roi d'Écosse. Mais politiquement, son règne est aussi marqué par la rébellion, la taxation lourde et une méfiance permanente entre le roi, les nobles puissants et les hommes d'église. Et justement, à l'été 1100, l'air est chargé. Les intrigues circulent autour de la couronne. Robert, l'aîné, est encore à l'étranger. Il rentre de la première croisade et Henri, le plus jeune, est là, présent à la cour, ambitieux, en embuscade, prêt à saisir une opportunité. C'est sur ce fond de tension que William II part pour la chasse qui va lui coûter la vie. Le 2 août 1100, le roi quitte Winchester Castle pour une journée de chasse dans le New Forest. Dans l'escorte, son frère, le prince Henry, et plusieurs nobles. Parmi eux, un chevalier nommé Sir Walter Tyrrell. La chasse est un sport favori du roi, mais aussi un sport dangereux. D'ailleurs, un détail sinistre circule déjà. Le propre frère de William, Richard, serait mort des années plus tôt dans cette même forêt, tué dans un accident absurde. Il aurait heurté une branche avec la tête et serait mort, de quoi alimenter une superstition locale. Certains croient que les anglo-saxons auraient maudit ces bois. La partie se disperse pour traquer le gibier. Et à un moment, William et Walter Tyrrell se retrouvent à cheval ensemble, séparés des autres, plus loin dans les bois. Les chroniqueurs ultérieurs évoquent même des signes inquiétants. Un moine aurait tenté d'arrêter le roi en le mettant en garde à propos d'un cauchemar annonçant sa mort s'il partait chasser. William, décrit comme tête brûlée, se moque de l'avertissement. Le soleil descend, la lumière traverse les arbres en traits aveuglants. Un cerf surgit et passe. William bande son arc, tire. La flèche touche l'animal, le blesse mais ne le fait pas tomber. Le roi veut conclure la chasse, alors il appelle Walter Tyrrell et lui demande de tirer. Walter décoche une flèche et au lieu d'abattre le cerf, la flèche se plante dans le torse du roi et lui perfore le poumon. William est choqué, vacille. Il parvient à casser le morceau de flèche qui dépasse encore, mais s'effondre presque immédiatement, se vidant de son sang en quelques instants. En un moment, c'est terminé. Le roi d'Angleterre gît mort au milieu des arbres. Tyrrell accourt, mais il n'y a rien à faire. Et là, la panique prend le contrôle. Walter Tyrrell remonte à cheval et s'enfuit aussitôt. Le reste du groupe, dont le prince Henry, se disperse aussi. Le détail est brutal, personne ne reste avec le corps. Le roi est abandonné là, sur le sol. Plus tard dans la journée,
Ce sont des paysans locaux qui tombent sur le cadavre. Ils le chargent dans une charrette modeste et l'emmènent jusqu'à Winchester Cathedral. Le lendemain, le roi est enterré sous une simple dalle de marbre, avec une cérémonie étonnamment pauvre et expédiée. Cette précipitation, ce manque de dignité, n'échappe à personne. On a l'impression que tout le monde veut tourner la page, et vite. Mais la nouvelle de la mort du roi crée une onde de choc, et presque immédiatement, les chuchotements commencent. Et si tout ça n'était pas un accident? Parce que si William meurt, qui gagne? Son frère Henry était là, présent dans la forêt, et il a énormément à gagner. Et ce qui rend l'affaire encore plus suspecte, c'est ce qui se passe ensuite. Henry ne reste pas pour gérer le corps ni pour le deuil. Il file. Il abandonne le corps et part sécuriser le pouvoir. Il chevauche jusqu'à Winchester, prend le contrôle du trésor royal et dès le lendemain, il est proclamé roi. 3 jours après la mort de William, avant même que Robert ne puisse revenir et faire valoir ses droits, Henry est couronné Henri Ier d'Angleterre. Et il ne se contente pas de se dépêcher, il contourne aussi la procédure normale sans attendre l'archevêque de Canterbury et en se faisant couronner par l'évêque de Londres. Le message est clair, c'est une prise de pouvoir urgente, froide, efficace, et ce genre d'efficacité, dans un contexte aussi opportun, fait lever des sourcils. D'autant plus que, rappel important, Henri est le plus jeune, donc moins légitime que Robert, l'aîné, duc de Normandie, actuellement sur le chemin du retour de croisade. Certains contemporains auraient noté qu'Henri semblait savoir exactement quoi faire, et immédiatement, dès que William est éliminé. C'est là que la question s'impose. Henri a-t-il orchestré la mort de son frère? Les chroniqueurs médiévaux restent prudents. Accuser un roi de régicide, c'est dangereux. Beaucoup préfèrent donc présenter l'événement comme un jugement divin, la punition de Dieu contre un roi impie. Mais les rumeurs persistent, parce que des détails gênants s'additionnent. Le plus gros point noir, c'est Walter Tyrrell. Si sa flèche a tué le roi même par accident, on s'attendrait au minimum à une accusation officielle ou à une sanction. Or, il s'enfuit en France et ne subit aucune punition. Plus étrange encore, malgré cette fuite, Henri laisse intactes les vastes terres de Tyrrell en Angleterre, qui passent tranquillement à ses héritiers. Quelque chose de plutôt extraordinaire vu qu'il a littéralement abattu un roi même si c'était censé être involontaire. Des années plus tard, Tyrrell nie violemment sa responsabilité. Il jure sous serment que ce n'est pas sa main qui a tué le roi. Il affirme qu'une autre flèche a frappé William pendant qu'il chassait. Et il y a un autre détail. Henri honore et récompense rapidement certains nobles qui étaient présents à la chasse. Certains s'interrogent, ces paiements servaient-ils seulement à garantir la loyauté au nouveau roi ou bien à acheter le silence de témoins potentiellement compromettants? À partir de là, 2 grandes lectures s'affrontent. Et elles existent encore chez les historiens modernes. D'un côté, l'explication accident. La chasse au Moyen-Âge est dangereuse. Dans une forêt dense, avec l'adrénaline, on peut tirer sans mesurer exactement où ira la flèche si elle rate sa cible. Dans ce scénario, tout est tragique, mais plausible. De l'autre côté, l'explication assassinat. Une explication qui refuse de mourir parce que la chaîne des événements profite trop parfaitement à Henri. Avec Robert encore loin, l'accident enlève le seul obstacle entre Henri et le trône. Le timing, avec Robert revenant tout juste de croisade, semble presque trop parfait. Robert a des terres continentales et un statut solide, Henri, lui, est riche mais presque sans terre. Que ce soit alors un simple accident qui change tout, ou le résultat d'un plan, il est fort possible que la vérité ne soit jamais définitivement tranchée. Au tout début du XIIIe siècle, un drame dynastique éclate au cœur de l'Empire plantagenet. En avril 1203, Arthur de Bretagne, un adolescent avec un droit crédible sur le trône d'Angleterre, disparaît sans laisser la moindre trace, alors qu'il est prisonnier de son propre oncle, le roi Jean sans terre. Il n'y a pas d'annonce officielle, pas de corps, pas de funérailles publiques. Et ce silence, justement, est ce qui transforme l'affaire en mystère historique majeur. Arthur naît en 1187, dans une famille déjà minée par les rivalités. Il est le fils posthume de Geoffrey Plantagenet, 4e fils du roi Henri II d'Angleterre et de Constance, duchesse de Bretagne. Ce détail est capital. Arthur est donc petit-fils d'Henri II et surtout neveu de 2 rois d'Angleterre, Richard Cœur de Lion et Jean sans terre. Et comme il descend d'un frère aîné de Jean, Arthur possède, selon le principe de primogéniture, l'héritage par la lignée la plus âgée, un meilleur droit dynastique que celui de son oncle. À cela s'ajoute une bombe politique. Richard Cœur de Lion avait reconnu Arthur comme héritier présomptif, puisque Richard n'avait pas d'enfant légitime. Mais la politique médiévale, elle, ne suit pas toujours la logique du sang. Elle suit la force, la vitesse et les alliances. Le problème, c'est qu'Arthur est aussi un pion idéal pour Philippe II de France.
Arthur est élevé à la cour française et Philippe II voit en lui une occasion en or, fracturer l'ensemble plantagenet, en utilisant un héritier légitime contre Jean. Quand Richard meurt en 1199, deux candidats se font face. Jean, le frère cadet de Richard, d'environ 32 ans, et Arthur, le neveu de Richard, âgé d'environ 12 ans. La loi n'est pas claire, et dans les faits, le rapide et le fort l'emportent souvent sur le plus proche du sang. Jean se fait couronner en Angleterre et obtient le soutien d'une partie des barons normands et anglais. Mais sur le continent, beaucoup voient Arthur comme l'héritier juste. Philippe II reconnaît alors la revendication d'Arthur sur des provinces riches, la Bretagne, l'Anjou, le Maine, l'Aquitaine. Le garçon devient une bannière. Derrière lui se rassemblent des nobles continentaux qui rejettent Jean. Arthur n'est pas qu'un enfant, c'est un aimant à rébellion. En 1200, Jean tente d'acheter la paix. Il conclut un accord avec Philippe II. Philippe reconnaît Jean comme roi d'Angleterre et suzerain féodal en Normandie. Jean concède des terres et des faveurs. Cette trêve met Arthur de côté, et fait intéressant, le jeune duc semble même en termes plutôt cordiaux avec Jean, mais ça ne dure pas. En 1202, les méthodes brutales de Jean sur ces terres françaises donnent à Philippe II un prétexte pour relancer la guerre. Philippe déclare les fiefs français de Jean confisqués et remet Arthur au centre du jeu. Philippe attaque la Normandie par l'est, tandis qu'Arthur, désormais âgé d'environ 15 ans, mène une attaque au sud, en Poitou. Et là, Arthur commet le geste qui le perd. En juillet 1202, avec ses alliés français, il assiège un château en Poitou où se trouve piégée Aliénor d'Aquitaine, sa propre grand-mère et surtout la mère de Jean. C'est audacieux, mais très compliqué, parce que Jean, habituellement moqué pour son incompétence militaire, réagit cette fois avec une vitesse et une ruse inhabituelles. Il marche de nuit, arrive à l'improviste et le 1er août 1202, il surprend les forces d'Arthur. C'est une déroute totale. Arthur est capturé, Aliénor est sauvée et Jean fait beaucoup de prisonniers. Arthur est emmené enchaîné dans un château fort en Normandie, le château de Filelay. Jean vient d'éliminer la menace immédiate, mais il se retrouve face à un dilemme empoisonné. Que faire d'Arthur? Exécuter un proche parent pour une revendication disputée est socialement inacceptable dans la norme aristocratique. Sauf que laisser Arthur en vie, même captif, c'est garder une braise allumée. Tant que le garçon respire, sa revendication peut rallumer des révoltes chez les vassaux continentaux mécontents. Le choix est brutal. Épargner l'adolescent et risquer des soulèvements futurs, ou retirer définitivement cette menace. Arthur est alors placé sous la garde d'Hubert de Burgh, un chevalier de confiance. Et selon Ralph of Coggeshall, un chroniqueur contemporain, Jean ne veut pas simplement garder Arthur comme monnaie d'échange, il ordonne à Hubert de l'aveugler et de le castrer. Même au standard médiéval, c'est présenté comme un ordre choquant. En Europe occidentale, mutiler un prisonnier noble, surtout un prince de sang royal, c'est extrêmement rare. En général, les nobles captifs sont détenus pour rançon ou levier politique et traités honorablement. Là, l'ordre viole les codes chevaleresques et montre à quel point Jean veut neutraliser Arthur. Hubert refuse. Il ne peut pas se résoudre à mutiler le jeune duc de cette manière. Alors il tente une manœuvre. Il propage une fausse rumeur selon laquelle Arthur serait mort de cause naturelle, dans l'espoir d'apaiser Jean ou au moins de gagner du temps. Mais ce mensonge se retourne contre tout le monde. Quand la Bretagne apprend que le duc captif est mort, les Bretons explosent de rage et sentent immédiatement le crime. Loin de calmer la situation, la rumeur attise le feu. Jean comprend alors que Arthur vivant est un symbole de rébellion et que Arthur mort mais sans preuve en est un autre. Tant que les Bretons ne voient pas Arthur sain et sauf, ils imaginent le pire. Fin 1202, Jean décide donc de déplacer le prisonnier. Début 1203, Arthur est transféré à la forteresse de Rouen, capitale de la Normandie. Rouen est un bastion royal au mur épais, au-dessus de la Seine où Jean peut mieux contrôler le destin du garçon. Là, Arthur passe sous la garde de William de Braouse, le baron qui avait aidé à le capturer. Pendant ce temps, la situation de Jean en France se dégrade. Philippe II remporte des victoires en Normandie. C'est dans ce contexte tendu, guerre qui tourne mal, rivalité dynastique, captivité d'un prétendant, que tout bascule. Et en avril 1203, Arthur s'évanouit. Pas de communiqué officiel, pas de corps exhibé, pas de cérémonie publique. Arthur, autrefois pièce maîtresse d'une guerre entre rois, n'est plus qu'un vide. Sa sœur, Éléanore, est discrètement gardée prisonnière en Angleterre pendant des années pour éviter qu'une autre revendication rivale n'émerge. Mais Arthur, lui, après avril 1203, plus rien. Et silence est aussi assourdissant qu'annonciateur de malheur. À partir de là, les théories se multiplient. Dès l'époque, les chroniqueurs contemporains sont prudents parce qu'écrire noir sur blanc que le roi a tué son neveu, c'est explosif. Certains, comme Roger of Wendover, se contentent de noter qu'Arthur disparaît en 1203, sans détail. Aveu d'incertitude ou prudence politique. Mais d'autres voient plus loin et accusent directement Jean. Les annales de l'abbaye de Markham
au pays de Galles, donne un récit glaçant. Jean aurait gardé Arthur vivant quelque temps à Rouen, puis ivre, il l'aurait assommé lui-même avant de faire jeter le corps dans la Seine. Un chroniqueur français raconte une version très proche. Jean tue Arthur et balance le corps dans le fleuve. Si c'est vrai, ce crime est l'un des crimes les plus abjects de l'histoire royale anglaise. Un oncle, roi en place, supposé ordonné par Dieu, tuant son propre vassal de rang ducal, qui est aussi son neveu, pour sécuriser son trône. Mais toutes les versions ne mettent pas la dague directement dans la main de Jean. Une autre hypothèse dit que Jean aurait ordonné qu'Arthur soit éliminé discrètement par ses hommes. Dans cette logique, les soupçons se concentrent sur William de Braose, le geôlier de Rouen. Proche de Jean, il reçoit après la disparition d'Arthur une pluie de récompenses. Nouvelle terre, nouveau titre, dans les années qui suivent 1203. Un détail qui nourrit l'idée d'un paiement pour du sale boulot. Et il y a un épisode encore plus accusateur. En 1208, quand le pouvoir de Jean commence à se fissurer, la femme de William, Lady Matilda, accuse publiquement le roi d'avoir commis le pire péché. Elle déclare que Jean a tué son propre neveu, Arthur. Accusation énorme, une noble qui pointe le roi du doigt. Jean réagit avec une violence qui, aux yeux des contemporains, ressemble à une confession indirecte. Matilda et son fils aîné sont arrêtés, emprisonnés dans des conditions atroces et meurent de faim sur ordre de Jean d'ici 1210. Cet acte a fortement suggéré à l'époque que l'accusation était vraie et que Jean voulait détruire quiconque oserait prononcer ce secret à voix haute. Il y a une autre version, moins volontaire, une théorie de mort accidentelle qui apparaît surtout dans la culture plus tardive. Elle est rendue célèbre par Shakespeare dans sa pièce King John. Arthur, paniqué, tente de s'évader de sa tour et tombe à mort en essayant de fuir. Certains historiens pensent que cette version reflète une rumeur populaire apparue au fil des siècles. D'autres pensent au contraire que c'est une manière acceptable de raconter la fin. Ne pas peindre un roi d'Angleterre comme un monstre total, tout en laissant entendre que Jean a une part de responsabilité. Quoi qu'il en soit, Philippe II de France, lui, saisit l'occasion. Soit il croit au crime, soit il est assez intelligent pour exploiter la croyance générale. Il utilisait déjà la cause d'Arthur comme arme politique. Et quand Arthur disparaît, Philippe convoque Jean à la cour de France pour répondre du sort de son neveu. Philippe peut se permettre ça parce que Jean, pour ses terres françaises en Normandie ou en Aquitaine, est vassal du roi de France. Jean est souverain en Angleterre, mais ses titres continentaux l'obligent à rendre hommage et à répondre aux convocations. Jean refuse de se présenter et Philippe prend ce refus comme une preuve de culpabilité. Résultat, Philippe II confisque presque toutes les terres françaises de Jean, à un effondrement politique lié directement à la disparition d'Arthur. En fin 1204, Jean a perdu la Normandie, l'Anjou et d'autres territoires parce que la disparition d'Arthur a sapé son soutien parmi ses vassaux français. En clair, ce mystère n'est pas un détail de chronique, il a remodelé la géopolitique médiévale et a cimenté la réputation de Jean comme l'un des pires rois d'Angleterre. Après 1066, l'Angleterre n'est plus vraiment l'Angleterre. Les noms changent, les lois se durcissent. La noblesse anglo-saxonne est renversée et remplacée par des hommes venus d'ailleurs. Pour certains, il ne reste qu'une seule option, fuir. Pas en se cachant, pas en attendant que le temps arrange les choses. Fuir pour de bon, en laissant derrière eux leurs terres, leurs titres et même la langue de leur enfance. On raconte qu'au début des années 1070, quand il devient évident que le Danemark ne viendra pas sauver l'ancien ordre, un groupe de seigneurs anglais rassemble une flotte gigantesque. 350 navires, une armée entière, 3 comtes, 8 barons et des hommes de guerre capables de survivre n'importe où. À leur tête, un certain Sivard, présenté comme le comte de Gloucester. Ce ne sont pas des paysans en quête d'asile, ce sont des vaincus qui refusent de mourir à genoux. La flotte descend vers le sud, longe les côtes, traverse les mers, passe le détroit de Gibraltar et entre en Méditerranée. Là, l'histoire prend une tournure presque irréelle, comme si ces exilés, au lieu de disparaître dans l'ombre du monde, choisissaient de laisser derrière eux une traînée de feu. Ils s'empareraient d'un port d'Afrique du Nord, Ceuta, et repartiraient avec ses richesses. Puis ils iraient plus loin encore, jusqu'aux îles Baléares, Majorque et Minorque, qu'ils auraient conquises avant de reprendre la mer. Ce passage a le goût de l'épopée, mais il sert surtout à montrer une chose. Ces hommes ne fuyaient pas comme des proies, ils fuyaient comme une force. Et puis, au bout du voyage, apparaît un autre empire, l'Empire byzantin, Constantinople, une ville si riche et si immense qu'elle semble irréelle pour des hommes venus de la mer du Nord. Mais au moment où ces exilés approchent, la capitale est en crise. Elle serait assiégée, coupée de ses voies maritimes, menacée. Alors, selon le récit, les Anglais entrent dans la bataille. Ils brisent le blocus naval, repoussent l'ennemi et sauvent la ville. L'Empire, qui a vu passer tant de mercenaires et tant de peuples, se retrouve soudain redevable à des hommes qui n'ont plus de patrie. L'empereur, Alexios Comnène, leur offre alors 2 chemins. Le premier est simple,
rester à Constantinople et servir, comme le font déjà d'autres étrangers redoutés et respectés, au sein de la garde varangienne. Cette unité d'élite qui protège le souverain au plus près. Le second chemin est plus étrange, plus grand, plus dangereux. Partir et obtenir une terre. Une partie des exilés accepte la première option, rejoint la garde et s'enracine dans l'ombre des palais. Mais d'autres ne veulent pas finir leur vie en tant que soldats au service d'un autre. Ils veulent gouverner, ils veulent une terre à eux, un endroit où ils ne seraient plus des bannis, mais des maîtres. Ils disent qu'ils n'ont plus de royaume, qu'ils ne peuvent pas retourner en Angleterre et qu'ils refusent de vieillir sans avoir un pays à diriger. Alors, ils supplient l'empereur. Alexios leur parle d'une terre au nord, quelque part au-delà de la mer Noire. Un ancien territoire lié à l'Empire perdu depuis longtemps, désormais contrôlé par des païens. Il leur fait une promesse qui ressemble à un pacte. S'ils reconquièrent cette terre, elle sera à eux. Ils la tiendront comme un fief, et même mieux, ils seront exemptés d'impôts impériaux. Ils pourront vivre comme ils l'entendent, tant qu'ils gardent cette frontière lointaine. Ils acceptent. La mer Noire est vaste, imprévisible et froide. 6 jours et 6 nuits de navigation depuis Constantinople, vers l'est et le nord-est. Une distance qui, curieusement, semble correspondre à une zone précise, aux environs de la Crimée, proche de la mer d'Azov. Comme si derrière la légende, il restait une mémoire géographique authentique. Et lorsqu'ils atteignent enfin ces rivages, ils se battent. Ils repoussent les chefs locaux, prennent des places fortes, s'installent. Et là, dans un geste qui ressemble à un serment, ils nomment cette terre England. Pas par nostalgie d'os, mais comme une revendication. Comme si prononcer ce mot suffisait à faire exister un nouveau royaume. Ils fondent des villes, des fortifications, et donnent à certains lieux des noms qui viennent tout droit de leur ancien monde. Londres, York. Ils gardent leurs lois, ils gardent leurs coutumes, ils restent chrétiens, mais refusent de se fondre dans les rites orientaux de l'église byzantine. Au lieu de cela, ils cherchent des évêques et des prêtres du Saint-Empire romain germanique, donc de la chrétienté occidentale, celle qu'ils connaissent. Tout dans cette histoire insiste sur une idée. Ce n'était pas seulement un camp militaire, mais une communauté qui voulait durer. Bien sûr, les siècles passent et les sources qui racontent cette histoire ne sont pas parfaites. Certaines sont tardives, parfois incohérentes sur les dates. On dit que l'arrivée aurait eu lieu vers 1075, mais l'empereur évoqué ne prend le pouvoir qu'en 1081. Ce genre de détail fait douter, et pourtant, il y a quelque chose qui empêche la légende de s'effondrer complètement. Parce qu'une chose, elle, est solide. Après 1066, des anglo-saxons partent vraiment vers Byzance. Ils rejoignent la garde varangienne, ils deviennent une force réelle, et au fil du temps, ils ne sont plus seulement des mercenaires de passage, ils s'installent, ils forment des familles, ils se transmettent une identité. On dit même qu'en 1204, quand Constantinople est attaquée durant la 4e croisade, la garde qui défend la ville comprend beaucoup d'Anglais dont les ancêtres sont là depuis des générations. Alors, dans ce contexte, imaginez qu'une partie de cette population ait été envoyée sur une frontière lointaine avec une autonomie particulière n'a rien d'impossible. C'est même logique. Un empire place souvent des guerriers loyaux là où il a besoin de tenir un territoire difficile. Et puis il y a ces indices qui dérangent, parce qu'ils ressemblent à des traces laissées involontairement dans le réel. À partir du XIVe siècle, des cartes maritimes génoises et catalanes qui décrivent les côtes de la mer Noire mentionnent des noms étranges, Suzaco ou Porto du Suzaco, que certains relient à Saxon, voire à Sussex. Et plus au nord-ouest, un autre nom apparaît, Londina, comme Londres, dans un endroit où, en théorie, ce nom ne devrait jamais exister. Mais l'élément le plus troublant arrive encore plus tard, en 1247. À cette époque, l'Europe est terrorisée par l'expansion mongole. Le pape Innocent IV envoie des frères franciscains en mission diplomatique vers le Grand Khan. Sur la route, dans les steppes proches de la mer Noire, ces envoyés disent rencontrer un peuple qu'ils appellent les Saxons. Ils parlent de villes fortifiées, ils disent que ces Saxis sont chrétiens, même si leur foi s'est éloignée au fil du temps de ce que l'église romaine considère comme pur. Et ils ajoutent un détail presque impensable. Les Mongols auraient tenté de prendre une de leurs villes, mais auraient été repoussés. 2 siècles après 1066, des voyageurs rapportent donc l'existence d'un groupe identifié comme saxon dans cette région, vivant derrière des murs, assez organisés pour survivre au monde qui s'écroule autour de lui. Alors la question change. Ce n'est plus seulement est-ce que cette New England a existé? Le mystère devient qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce qu'après ces mentions, les traces s'estompent. Peut-être qu'ils se sont mélangés aux Goths de Crimée, un autre peuple ancien déjà installé. Peut-être ont-ils été absorbés par la Horde d'Or, peut-être qu'ils se sont fondus plus tard dans les Tatars de Crimée, peut-être qu'ils ont simplement disparu, avalés avec le temps comme tant de communautés de frontières. Mais l'idée reste, presque impossible à effacer. Quelque part au bord de la mer Noire, il a peut-être existé un endroit où l'on a prononcé England avec un accent étranger, où l'on a bâti des murs en pensant à Londres et à York, où des exilés ont tenté de recréer une patrie si loin de la leur que personne, aujourd'hui, ne sait vraiment si on doit appeler ça une légende ou une page perdue de l'histoire.
Ce jour-là, l'Empire est en tension. Les grands seigneurs du Saint-Empire romain germanique se rassemblent, persuadés d'assister à une simple réunion politique. Un de ces conseils où l'on règle les querelles, où l'on négocie des successions, où l'on tranche des conflits de pouvoir entre nobles. Il y a du bruit, des voix, des pas, des capes lourdes, des anneaux qui claquent, et surtout, il y a trop de monde, concentré au même endroit, dans une structure qui n'a jamais été conçue pour supporter une telle masse. La réunion se tient à Erfurt, dans un bâtiment surélevé où l'on a aménagé un espace de réception au-dessus de la latrine. À l'époque, c'est normal. Le confort moderne n'existe pas. Les latrines sont souvent des fosses, dissimulées sous une partie du bâtiment où l'on évacue ce qui doit l'être sans trop y penser. Personne ne s'imagine que ce détail architectural va devenir une arme ou un piège. À un moment, sans avertissement, le plancher cède. Ce n'est pas une fissure lente, ce n'est pas un craquement que l'on peut anticiper. C'est une rupture brutale, comme si le sol disparaissait sous les pieds de tout le monde. Des dizaines d'hommes tombent d'un seul coup, dans le vide, dans l'obscurité, dans la fosse d'aisance en contrebas. La scène est indescriptible. Certains meurent sur le coup en s'écrasant, d'autres sont brisés par les corps qui leur tombent dessus. Et beaucoup, ceux qui survivent à la chute, se retrouvent coincés au fond de la fosse, incapables de se relever, aspirant à l'air saturé, engloutis dans un mélange liquide et épais, noyés sous la masse humaine. Il ne s'agit pas d'un accident isolé, mais d'une hécatombe parmi l'élite. Des nobles, des chevaliers, des hommes dont le nom compte, disparaissent en quelques secondes dans l'endroit le plus humiliant possible. Le pouvoir impérial perd en un instant des dizaines de figures influentes, et l'ironie est si macabre qu'elle marque les esprits pendant des siècles. Mais là où l'histoire devient un mystère, c'est quand on se demande si cet accident en était vraiment un. Officiellement, l'explication est simple. Le bâtiment était vieux, la structure fragilisée et la réunion a rassemblé trop de monde sur une surface trop faible. La surcharge a fait son œuvre, une tragédie médiévale absurde, un coup du sort. Sauf que, dans les couloirs du pouvoir, à cette époque, rien n'est jamais totalement innocent. Une assemblée de nobles n'est pas une fête, c'est une concentration de rivalités. Des hommes qui se détestent, des familles qui se disputent des terres, des héritages, des vengeances, des alliances fragiles. Et quand autant de grands seigneurs se retrouvent dans une même pièce, si quelqu'un voulait faire de la place, ce serait une occasion unique. Alors, l'autre hypothèse apparaît, et elle ne disparaît jamais vraiment. Et si le plancher avait été saboté ? Et si quelqu'un avait volontairement affaibli les poutres, choisi le moment où la salle serait pleine, puis laissé le poids faire le reste? Le génie d'un tel acte, ce serait justement de ressembler à un accident. Personne n'a besoin de poignard, de poison, ni d'homme de main visible. Le crime, s'il existe, est intégré dans la structure elle-même. Et ce qui rend cette idée si obsédante, c'est qu'elle serait parfaitement adaptée à la logique du Moyen-Âge politique. Éliminer plusieurs rivaux en une fois, sans devoir affronter leur famille sur une accusation directe. Le sol s'effondre, tout le monde parle de malchance, et ceux qui restent en vie hérite, récupèrent, montent en puissance. Bien sûr, le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve définitive. Le temps a avalé la vérité, et c'est précisément pour ça que l'histoire tient encore. Parce que même si l'explication technique suffit à expliquer l'événement, le contexte humain, lui, laisse la porte ouverte à autre chose. Car il y a une différence entre ce qui peut arriver et ce qui arrange trop de monde. Et à Erfurt, ce jour-là, le hasard a frappé au point exact où les puissants étaient les plus vulnérables. Alors la question reste suspendue, comme une poutre au-dessus d'une foule. Est-ce que ce sont des années de négligence et de surcharge qui ont tué ces hommes, ou est-ce que quelqu'un, dans l'ombre, a simplement compris qu'il suffisait d'un seul craquement au bon endroit pour faire basculer tout un ordre politique? En 1643, l'Europe est une plaie ouverte. La guerre de 30 ans a déjà broyé des régions entières et dans chaque ville, l'idée d'être le prochain nom sur la liste n'a rien d'abstrait. On vit avec la faim, la peur et le bruit des bottes. On se méfie des voisins, on se méfie des étrangers, on se méfie même du ciel. Dans ce genre d'époque, la frontière entre le réel et le surnaturel devient plus fine, presque fragile, et parfois, il suffit d'un détail pour faire basculer tout le monde du même côté. À Rottweil, ce détail aurait eu lieu dans une église. Ce n'est pas une histoire de fantôme dans un couloir, pas un récit nébuleux transmis de bouche à oreille sans décor ni date. Là, on parle d'un moment précis, une ville sous pression, des gens qui se rassemblent et une statue de la Vierge qui, soudainement, ne semble plus être une statue. Ils disent que ses yeux bougent. Pas dans le sens poétique, pas dans une interprétation symbolique, non. Les témoins parlent d'une Vierge dont le regard se déplace, dont les yeux suivent, dont l'expression change. Certains vont même plus loin, ils jurent que le visage lui-même se modifie, comme si la pierre devenait chère l'espace d'un instant, ou comme si la sculpture portait une intention. Le phénomène ne resterait pas cantonné à une seule personne. C'est ça, le nœud de l'affaire. Ce n'est pas quelqu'un a vu quelque chose, c'est plusieurs personnes l'ont vu, et l'événement se transforme
en certitude collective. Dans une ville déjà nerveuse, déjà prête à croire que le monde invisible est en train de s'ouvrir, la rumeur devient une onde qui gonfle à chaque minute. On se bouscule, on veut vérifier, on veut voir de ses propres yeux, on veut être le témoin de ce que les autres affirment. Et quand une foule commence à attendre un signe, le signe finit presque toujours par apparaître d'une manière ou d'une autre. Très vite, l'interprétation devient religieuse. On parle de miracles, de protection, de messages. Les gens voient dans ses yeux qui bougent une réponse à la terreur qui entoure la ville, comme si la Vierge dans l'église était en train de regarder le danger, de surveiller l'ennemi ou de témoigner d'une souffrance collective. À cette époque, la foi n'est pas une posture, c'est une béquille, un réflexe vital. Alors l'idée qu'une statue s'anime n'est pas seulement spectaculaire, elle est consolante, elle donne du sens. Mais c'est précisément pour ça que l'histoire ne se referme jamais complètement. Parce que si on enlève le mot miracle, il reste une question troublante. Qu'est-ce qu'ils ont réellement vu? Une statue éclairée à la bougie n'est pas éclairée comme une statue dans un musée. La lumière tremble, les ombres se déplacent, la fumée voile l'air, et un visage sculpté peut changer d'expression selon l'angle, selon la distance, selon le scintillement. Il suffit qu'un groupe de personnes soit persuadé que les yeux ont bougé pour que tout le monde se mette à chercher ce mouvement, à l'attendre, à le guetter. Et plus on le guette, plus il devient facile de le percevoir, même si le changement est minuscule ou illusoire. Et ensuite, il y a l'autre force, beaucoup plus violente, la peur. Quand une ville vit sous la menace, l'esprit ne fonctionne pas comme en temps normal. Les nerfs sont à vif, les corps sont épuisés et l'idée d'un signe divin devient presque une nécessité. Dans ces conditions, l'illusion individuelle n'est pas impossible. Mais l'illusion partagée, la perception collective d'un mouvement qui n'existe pas réellement, devient elle aussi plausible. Pas parce que les gens mentent, mais parce que la foule fabrique une réalité commune, un consensus sensoriel, comme une vague qui entraîne tout le monde. Le mystère, c'est que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux pas te replacer dans l'église, avec la même odeur, la même lumière, la même panique, le même contexte de guerre, et observer la statue comme si tu étais neutre. Tu ne peux pas recréer l'instant exact où la rumeur a commencé. Et tu ne peux pas, surtout, isoler ce qui relève du phénomène visuel, de la psychologie collective, de la suggestion, et ce qui relève d'autre chose. Alors, l'histoire reste suspendue. D'un côté, un événement qui, à l'époque, a marqué les esprits comme un miracle. De l'autre, une explication rationnelle qui n'arrive jamais à effacer complètement la sensation que quelque chose s'est passé, parce que trop de gens ont affirmé la même chose dans le même lieu, au même moment. Et c'est ça, au fond, qui rend l'affaire aussi forte. Ce n'est pas une énigme basée sur un document perdu ou un objet disparu. C'est une énigme basée sur un regard, sur des yeux qui, pendant quelques instants, auraient cessé d'être de la pierre, au cœur d'une ville qui avait besoin de croire que quelqu'un, quelque part, la regardait encore. Il y a des crises qui se voient tout de suite, des guerres, des famines, des épidémies. Et puis il y a celles qui ne font pas de bruit au moment où elles commencent, parce qu'elles attaquent quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne remarque que quand ça manque. Au XVe siècle, l'Europe traverse l'une de ces crises silencieuses, une crise d'or et d'argent, une pénurie de métal si profonde qu'elle finit par toucher chaque marché, chaque atelier, chaque échange, jusqu'à faire vaciller l'économie entière. À l'époque, l'argent n'est pas une idée, ce n'est pas un chiffre sur un écran. L'argent, c'est du métal réel, des pièces qu'on frappe, qu'on pèse, qu'on rogne parfois, des lingots que l'on fond et refond. Et quand ce métal se raréfie, tout se grippe. Les transactions deviennent plus difficiles, les prix se dérèglent et les pouvoirs politiques se retrouvent face à un problème angoissant. Comment gouverner? Comment lever des taxes? Comment payer des soldats? Comment faire tourner un royaume quand la matière même de la monnaie disparaît? C'est comme si l'Europe, soudainement, se découvrait pauvre sans avoir perdu ses terres. Comme si la richesse avait cessé de circuler, non parce que les gens ne produisent plus, mais parce que le sang du système, l'or et l'argent, ne passent plus dans les veines. Ce qui rend cette période si étrange, c'est qu'on n'a pas une cause unique, nette, indiscutable. La crise semble s'installer sur plusieurs décennies, et les explications possibles s'empilent sans qu'aucune ne suffise à elle seule. Certains évoquent des déséquilibres commerciaux, comme si le métal quittait l'Europe plus vite qu'il n'y entrait, aspiré par des échanges lointains. D'autres regardent du côté des mines. Peut-être que les grands filons d'argent exploités depuis des siècles s'épuisent, que l'extraction devient plus coûteuse, plus lente, moins rentable. Peut-être qu'on a atteint une limite technique, une limite de profondeur, une limite de savoir-faire. Peut-être aussi que les guerres et l'instabilité compliquent l'exploitation et la circulation, et que le métal, au lieu de tourner,
se cache, se thésaurise, disparaît dans des coffres privés. Et quand les gens ont peur, ils ne dépensent pas, ils gardent, ils enfouissent, ils serrent ce qu'ils possèdent. Une crise monétaire a toujours cette capacité à s'auto-alimenter. Plus la monnaie manque, plus on la garde, et plus elle manque. Alors, les autorités improvisent. Elles rognent les pièces, elles diminuent parfois la quantité de métal dans la monnaie, elles tentent de faire tenir le système avec moins de matière. Mais ces solutions ont un prix, elles fragilisent la confiance. Or, une monnaie, même en métal, n'existe que parce qu'on croit qu'elle vaut ce qu'elle prétend valoir. Et quand cette confiance se fissure, le commerce souffre, les tensions sociales montent et les États se retrouvent à marcher sur un fil. Ce qui rend la famine des lingots si fascinante, c'est qu'elle ressemble à une énigme économique au ralenti. Une catastrophe sans effondrement spectaculaire, mais avec des effets partout, comme une maladie chronique qui fatigue le corps pendant des années. L'Europe continue de vivre, mais elle avance avec un poids invisible sur les épaules. Et puis, lentement, le phénomène se dessert. Pas d'un seul coup, pas comme un miracle, plutôt comme une porte qui s'entrebâille après avoir été verrouillée trop longtemps. On parle ensuite d'un retour progressif du métal. Le commerce se réajuste, des régions trouvent de nouvelles capacités minières. Des flux d'or venus d'Afrique commence à compter davantage dans les circuits européens. Et plus tard, bien sûr, l'arrivée massive des métaux du Nouveau Monde va bouleverser l'équilibre à une échelle inimaginable pour ceux qui, un siècle plus tôt, comptaient chaque pièce comme un survivant compte ses réserves. Mais l'énigme demeure, parce que cette crise n'a pas de coupable unique. Elle ressemble à une combinaison de forces, économie, géologie, politique, psychologie collective. Et c'est précisément ce mélange qui la rend si difficile à raconter simplement. Au fond, cette histoire pose une question problématique. À quel point une civilisation peut-elle être fragile, non pas à cause d'un manque de nourriture ou d'un ennemi aux portes, mais à cause d'un manque de matière dans les poches. Et si l'Europe a tremblé parce que l'or et l'argent se sont raréfiés, alors combien de fois, dans l'histoire, un monde a vacillé sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, sur le moment. Au départ, il n'y a rien de mystique. Il n'y a même pas forcément de beauté. Il y a une boisson venue d'ailleurs, un goût amer, une chaleur dans la gorge et un effet simple, rester éveillé. Le thé n'apparaît pas au Japon comme une tradition éternelle, il arrive comme une importation, et pendant longtemps, ce n'est pas un art, c'est un outil. Les premiers usages du thé au Japon sont liés à des cercles très précis, des milieux masculins, lettrés, religieux, où l'on lit, où l'on étudie, où l'on prie, où l'on cherche à tenir l'esprit clair. Le thé est là pour soutenir la concentration, pour accompagner l'ascèse, pour aider à traverser des heures de veille. À ce stade, il n'y a pas encore l'idée d'un rituel codifié, d'un espace sacralisé. Il y a un geste fonctionnel, presque austère. Puis, les choses changent. Et elles changent de façon étrange, parce qu'on ne peut pas pointer une seule cause, un seul décret, un seul événement. Le thé glisse lentement d'un usage pratique vers un usage social. Il cesse d'être réservé à une élite religieuse ou savante et commence à se diffuser, d'abord dans les couches privilégiées, puis au-delà, et à mesure qu'il se diffuse, quelque chose se greffe dessus, un langage. Le récit insiste sur un point essentiel. Ce qui se construit autour du thé, ce n'est pas seulement une manière de boire, mais une manière d'être, une manière de se tenir, de recevoir, de montrer son statut. À un moment, le thé n'est plus simplement consommé, il est mis en scène. Il devient un marqueur culturel, un symbole d'appartenance, et le geste s'enrichit de règles implicites, où l'on s'assoit, comment on verse, comment on présente, comment on prend le bol, qui boit en premier, comment on parle, ou comment on se tait. Et c'est là que l'histoire devient mystérieuse, parce que cette transformation est presque trop parfaite. Le thé ne se contente pas d'entrer dans la culture japonaise, il s'y transforme en un système esthétique complet, comme si une simple boisson avait été choisie pour porter toute une philosophie. Cette codification, progressivement, devient un art total. L'espace compte autant que le geste. Les objets comptent autant que la boisson. La texture du bol, la rugosité de la céramique, le poids dans la main, la manière dont la lumière frappe le tatami, l'arrangement du lieu, la sobriété, la simplicité, et derrière tout ça, une idée. L'importance du moment présent, de l'attention, de l'humilité, de la beauté dans le dépouillement. On pourrait croire que cette évolution est naturelle, presque logique. Mais ce qui intrigue, c'est que cette logique ne s'impose pas partout de la même manière dans le monde. D'autres cultures boivent du thé, aucune ne le transforme avec cette intensité, en une cérémonie où chaque détail devient signifiant. Alors la question surgit, pourquoi ici? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi cette forme précise, entre rigueur et poésie, entre discipline et douceur? Ce basculement social étonnant,
ou le thé, au départ, semble appartenir surtout à des milieux masculins, mais avec le temps, la pratique devient majoritairement féminine, en particulier dans sa dimension traditionnelle moderne. Ce changement n'est pas présenté comme un détail simple, il fait partie du mystère. Comment une pratique d'abord liée à une forme d'élite masculine, religieuse ou guerrière, devient-elle un domaine où les femmes sont plus tard les principales gardiennes de la tradition? Et là encore, ce qui rend cette histoire intéressante, c'est que l'on n'a pas d'explication unique. On voit des influences, la religion, la philosophie, la politique, le goût esthétique, la hiérarchie sociale. On voit des figures qui jouent un rôle, des écoles, des codes qui se cristallisent. Mais la mécanique exacte, le point précis où la boisson devient un rituel total, reste difficile à saisir. Comme si le thé n'avait pas été inventé en tant que cérémonie, mais comme si la cérémonie avait émergé, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'un jour, on se retourne et qu'on réalise que boire est devenu une mise en scène du monde. Et c'est peut-être ça le vrai cœur du mystère, cette capacité qu'a une société, parfois, à transformer une chose minuscule, un bol chaud, une poudre verte, une gorgée amère, en un langage complet. Un langage où l'on ne se contente plus de consommer, mais où l'on affirme une vision de la beauté, du temps, du silence et de la place de l'être humain dans l'instant. Il fut un temps où le castor n'était pas une rareté. Il faisait partie du décor, il vivait dans les rivières, les marais, les zones humides, partout où l'eau pouvait ralentir, s'élargir, se cacher sous les arbres. En Europe, il était si présent qu'on ne le considérait pas comme un animal extraordinaire. Il était simplement là, discret, travailleur, invisible la plupart du temps, mais omniprésent dans les paysages. Et puis, au fil des siècles, il s'efface. Pas comme une espèce qui disparaît dans un grand cataclysme, pas comme une population qu'une maladie ravage d'un coup. Le castor européen disparaît de manière progressive, comme si on l'avait lentement effacé d'une carte. Un jour, on n'en voit plus dans telle rivière, puis dans telle vallée, puis dans telle région, jusqu'à ce qu'il devienne, dans une grande partie de l'Europe, un souvenir, un nom, une bête dont on parle comme d'un animal d'autrefois. Ce qui rend cette disparition si dérangeante, c'est qu'elle ne laisse pas de date nette, pas de moment où l'on peut dire c'est là que tout a basculé. C'est une disparition par étouffement, par pression humaine. Reconstruire précisément la chronologie et les causes dominantes reste difficile parce que le phénomène s'étale sur tellement longtemps qu'il se confond avec l'évolution même de l'Europe. Pourtant, les raisons possibles sont toutes terriblement plausibles. Le castor est chassé pour sa fourrure, recherchée, utile, précieuse. Sa peau tient chaud, résiste. Dans un monde où les vêtements sont une protection vitale, une fourrure de qualité a une valeur concrète. Mais la fourrure n'est pas tout. Le castor possède aussi quelque chose d'encore plus particulier. Une substance produite par ses glandes, le castoreum, utilisé dans la médecine, la parfumerie, et considéré pendant longtemps comme un produit rare et recherché. On ne chasse pas seulement un animal, on chasse une ressource. Et puis il y a la chair, car dans certaines traditions, on considérait le castor comme semi-aquatique, et donc, dans certains contextes religieux, sa consommation pouvait être tolérée comme celle d'un poisson. Cette idée a pu encourager sa chasse dans certaines périodes, car elle offrait une échappatoire alimentaire, notamment lors des jours maigres. Même si ce n'est pas forcément la cause principale, c'est le genre de détail qui montre comment une espèce peut être poussée vers l'extinction par une accumulation de pratiques normales pour l'époque. Mais la classe n'agit jamais seule, elle est accompagnée d'un autre phénomène, beaucoup plus large, la transformation du territoire. Les zones humides sont drainées, les rivières sont aménagées, les forêts riveraines reculent sous la pression agricole. L'Europe médiévale et post-médiévale défriche, assèche, canalise. Les marais deviennent des champs, les bords de rivières deviennent des routes, les vallées deviennent des zones de production. Et le castor, lui, ne peut pas survivre dans un paysage où l'eau est contrôlée, où les arbres sont coupés, où les berges sont durcies, où les refuges disparaissent. Ce qui rend tout ça encore plus cruel, c'est que le castor est un animal qui modifie son environnement. Il construit des barrages, crée des retenues d'eau, transforme des ruisseaux en zones humides, il façonne le paysage, et c'est précisément pour ça qu'il devient un problème pour les humains. Ces barrages inondent des terres, ralentissent l'eau, gênent parfois les activités agricoles, donc on le chasse aussi parce qu'il dérange. Pas seulement parce qu'il rapporte, mais parce qu'il contredit le monde que l'homme veut imposer à la nature. Et à force de le voir comme une ressource ou un obstacle, on finit par le faire disparaître. Le mystère ne tient pas au fait que ces causes existent, elles sont évidentes. Il tient au fait qu'on peine à mesurer laquelle a frappé le plus fort et à quel moment. Dans certaines régions, la disparition semble surtout liée à la chasse, dans d'autres,
à la destruction progressive de l'habitat. Et ailleurs, ce sont des siècles d'accumulation, une pression continue qui finit par casser le dernier maillon. Et parce que les sources médiévales sont irrégulières, parce que les traces sont fragmentaires, on ne voit pas une extinction officielle, on voit un effacement. Au bout du processus, il ne reste plus que quelques poches de survivance, des castors isolés, repoussés dans des zones reculées, là où l'homme passe moins, là où les rivières restent sauvages. Et pendant longtemps, l'Europe s'habitue à vivre sans lui, comme si l'animal n'avait jamais existé. Jusqu'au moment où, bien plus tard, on comprend ce qu'on a perdu. Le castor n'est pas seulement une espèce, c'est un ingénieur du vivant, un animal capable de recréer des zones humides, de favoriser la biodiversité, de ralentir l'eau, de limiter certaines inondations, de transformer un environnement en refuge pour d'autres espèces. Et c'est là que commence une autre histoire, moderne ici. Les programmes de réintroduction, les débats, les conflits entre écologie et agriculture. Mais on a tout de même ici un animal qui, pendant des siècles, a été partout, puis presque effacé, sans qu'on s'en rende compte, comme si l'Europe avait lentement oublié une partie de son propre paysage. Casimir IV n'était pas un roi quelconque. Pendant près d'un demi-siècle, il règne sur la Pologne et la Lituanie réunies, mène des guerres décisives, consolide une dynastie et impose sa puissance en Europe. Quand il meurt le 7 juin 1492, il est enterré avec tous les honneurs dans la cathédrale du Wawel, à Cracovie, dans la chapelle de la Sainte-Croix. Son tombeau est à la hauteur de son statut, un sarcophage de marbre rouge surmonté d'une effigie sculptée représentant le roi en grand apparat. Une œuvre prestigieuse attribuée au sculpteur allemand Weisstoss à la fin du XVe siècle. Et pendant des siècles, le tombeau reste fermé, visible, admiré mais inviolé. Personne ne voit l'intérieur. Le temps passe, les générations défilent et le tombeau demeure scellé comme un coffre de pierre contenant une histoire figée. Jusqu'aux années 1970, le Wawel entreprend alors des travaux de restauration dans la chapelle où repose Casimir. Et pour la première fois depuis près de 480 ans, une décision est prise. On va ouvrir. Officiellement, ce n'est pas un caprice, c'est un projet de conservation et d'étude. En mai 1973, l'autorisation est donnée par l'archevêque Karol Wojtyła, celui qui deviendra plus tard Jean-Paul II. C'est l'église elle-même qui accepte de briser le sceau sous contrôle avec des spécialistes. Le 7 mai 1973, au matin, une équipe de 12 chercheurs et techniciens ouvre le sarcophage sous le regard des autorités religieuses. La pierre cède, l'air du tombeau, enfermé depuis des siècles, se libère. À l'intérieur, on découvre des cercueils de bois en décomposition, les restes du roi et de la reine Élisabeth, des fragments de vêtements funéraires, des objets survivants d'un autre âge. Le travail se déroule méthodiquement. On examine, on documente, on nettoie, on stabilise ce qui peut l'être, comme si l'on tentait de sauver une mémoire en train de se dissoudre. Puis vient la fermeture. La réinhumation a lieu quelques mois plus tard, le 18 septembre 1873. Les ossements du roi et de la reine sont replacés dans le sarcophage. Le tombeau est refermé et l'affaire semble terminée. Sur le papier, tout s'est passé comme prévu. Une opération à la fois scientifique et respectueuse, une parenthèse contrôlée dans un lieu sacré. Sauf que c'est après, justement, que l'histoire devient inquiétante. Dans les mois qui suivent l'ouverture, puis dans l'année, des membres de l'équipe commencent à tomber malades, puis à mourir. Le premier décès marquant est celui de l'architecte principal du projet, victime d'un accident vasculaire en début d'année 1974. Ensuite, le conservateur en chef du Wawel meurt à son tour. Et là encore, on évoque une cause similaire. Au début, on pourrait parler de tragédie, de hasard cruel, mais la série continue. Le responsable de la division archéologique meurt de façon inattendue, puis un autre membre de l'équipe. En l'espace d'environ 2 ans, 4 des 12 personnes ayant pénétré le tombeau sont mortes prématurément. Et au final, la rumeur se cristallise autour d'un chiffre glaçant. 10 des 12 experts présents lors de l'ouverture de 1973 meurent dans un délai relativement court. Certains parlent même de 15 morts si l'on inclut d'autres personnes ayant manipulé les restes ou les objets. À ce stade, la logique humaine fait ce qu'elle fait toujours. Elle cherche un sens. Et quand une suite de morts se colle à un tombeau rouvert, l'imaginaire s'emballe. La presse évoque une malédiction, compare l'affaire à celle du tombeau de Toutankhamon, et le récit prend une ampleur encore plus étrange quand on se souvient que l'homme ayant autorisé l'ouverture, Karol Wojtyła, devient pape en 1978. Le monde entier se retourne alors sur cette histoire. Un roi médiéval dérangé dans sa tombe et une série de décès qui ressemblent à une punition.
Mais au milieu des murmures, certains cherchent une cause plus froide, plus matérielle. Des prélèvements sont effectués à l'intérieur du tombeau. Des microbiologistes analysent l'air et la poussière du sarcophage. Et ce qu'ils trouvent est, d'une certaine manière, encore plus effrayant parce que c'est réel. La présence d'un champignon, une moisissure toxique identifiée comme de l'Aspergillus flavus. Elle aurait proliféré sur les matières organiques en décomposition, le bois des cercueils, les tissus des vêtements funéraires, tout ce qui, enfermé pendant des siècles, est devenu un terrain de culture parfait. Lorsque le tombeau est ouvert, des millions de spores invisibles sont libérés dans l'air et ceux qui travaillent à l'intérieur les inhalent. D'un coup, la malédiction change de visage. Elle n'a plus besoin de magie, elle devient une arme biologique dormante, restée en sommeil dans une chambre close, puis relâchée au moment exact où des êtres humains y entrent. Certains des morts et des maladies rapportées, notamment des atteintes respiratoires et des infections, s'alignent avec l'idée d'une exposition sévère à ces spores. Et l'on comprend alors ce qui rend cette histoire aussi troublante. Ce n'est pas seulement le nombre de décès, c'est le mécanisme. La tombe ne se venge pas au sens mystique, elle tue parce qu'elle a conservé, comme un coffre scellé, un danger invisible. Le mystère pourtant ne disparaît pas complètement, parce qu'il reste une zone grise, celle du hasard statistique, de la peur, des coïncidences, des causes médicales multiples, des récits qui grossissent avec le temps. Était-ce vraiment 10 sur 12? Était-ce 15 en comptant d'autres intervenants? À quel point l'exposition a-t-elle joué pour chacun? On peut proposer une explication rationnelle terriblement convaincante, et malgré ça, l'image demeure. Un tombeau fermé depuis près de 5 siècles, une ouverture historique, une réinhumation solennelle et ensuite un chapelet de mort qui vient se coller à l'événement comme une ombre. Au final, qu'on l'appelle malédiction ou accident biologique, l'histoire garde la même morale glaciale. Parfois, ce qu'on réveille dans le passé n'est pas une légende, c'est quelque chose qui attendait simplement qu'on ouvre la porte. Il y a des peuples qui naissent dans la lumière, avec des dates, des traités, des signatures. Et puis il y a des peuples qui naissent dans le brouillard, dans un mélange de récits, de chroniques tardives, de traditions orales, d'histoires répétées au point de devenir des certitudes. La naissance de la Russe, l'ancêtre historique de ce qui deviendra la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, appartient à cette deuxième catégorie. Et au centre de cette naissance, il y a un nom, Rurik. Et le problème, c'est que ce nom est à la fois immense et fragile. Rurik est présenté comme un chef viking, un Vareg arrivé au 9e siècle dans les terres slaves du Nord et devenu le fondateur d'une dynastie qui régnera pendant des siècles. Dans cette version, Rurik n'est pas seulement un homme, il est un point d'origine. Il est le premier maillon d'une chaîne royale, un père fondateur. Et quand un peuple possède un père fondateur, il possède une histoire qui commence quelque part. Sauf que justement, la question est, est-ce que cette histoire commence vraiment là ou est-ce qu'on a voulu qu'elle commence là? Les sources principales qui parlent de Rurik sont des chroniques, et ces chroniques sont rédigées bien après les événements supposés. La plus connue, qui sert de socle au récit traditionnel, est la chronique des temps passés, souvent associée à des stores. Elle raconte qu'en 862, les tribus slaves et finno-ougriennes de la région, déchirées par des conflits internes, auraient décidé de faire appel à des Varegs pour ramener l'ordre. Elles auraient envoyé un message célèbre, presque trop parfait dans sa formulation. Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'or. Venez régner et gouverner sur nous. Et c'est ainsi que Rurik et ses frères arrivent, s'installent et fondent le pouvoir. Mais quand on entend cette phrase, on sent immédiatement ce qu'elle a de problématique. Elle ressemble à une justification politique. Elle ressemble à une manière propre et élégante d'expliquer l'arrivée d'une élite étrangère au pouvoir. Ce n'est pas une conquête, ce n'est pas une domination imposée, c'est une invitation, un contrat, une demande du peuple, un récit qui rend la naissance du pouvoir acceptable. Et c'est pour ça que l'histoire devient un mystère. Parce que même si l'existence de Vareg dans la région est indiscutable, même si les Vikings ont réellement navigué sur les fleuves, commercé, combattu, établi des routes entre la Baltique et la mer Noire, la figure de Rurik, elle, peut être vue comme autre chose. Une construction destinée à donner un début net à une histoire qui, en réalité, a émergé lentement. De nombreux historiens pensent qu'il a probablement existé, derrière la légende, un chef Vareg réel. Un homme ou un groupe qui a effectivement pris pied dans la région de Novgorod et qui a servi de noyau à une lignée de pouvoir. Mais ce que les historiens contestent, c'est la précision, le nom, la forme, la certitude. Parce qu'un autre problème surgit. Il y a très peu de traces contemporaines directes qui disent « Rurik a fait ceci » ou « Rurik a fait cela ».
au moment où cela se serait produit. On dépend d'un récit écrit plus tard et donc remodelé parce que les générations suivantes avaient besoin de croire. Une hypothèse revient souvent. Et si Rurik n'était pas Rurik, mais un autre personnage connu sous un nom différent dans d'autres sources? Certains ont essayé de l'identifier à un chef viking mentionné dans des chroniques occidentales, notamment un certain Rorik, un aventurier danois qui a opéré en Frise et ailleurs au IXe siècle. Les noms se ressemblent, l'époque se recoupe, alors l'idée est tentante. Cela permettrait de relier la légende orientale à une figure mieux attestée en Europe de l'Ouest. Mais cette identification reste spéculative, parce que même si l'on peut jouer avec les ressemblances, on n'a pas la preuve décisive qui relierait les deux hommes. Et il est tout aussi possible qu'il y ait eu plusieurs chefs portant des noms proches ou qu'un nom ait été importé dans un récit après coup pour combler un vide. Alors on se retrouve dans une situation étrange. Plus on cherche à fixer Rurik, plus il devient flou. L'histoire de Rurik, c'est un exemple parfait de ses origines nationales où le besoin d'une figure fondatrice peut modeler la mémoire. Quand une dynastie veut prouver qu'elle est légitime, elle a besoin d'une source ancienne. Quand un État veut raconter qu'il a été fondé et non assemblé, il a besoin d'un premier roi. Quand une société veut se raconter comme une continuité, elle a besoin d'un début. Et ce début, dans la russe, prend la forme d'un chef vareg invité à imposer l'ordre. Alors, la question demeure et elle est plus profonde qu'un simple « a-t-il existé ?» La question, c'est à quel point l'histoire est-elle une suite de faits et à quel point est-elle un récit que l'on fabrique pour que les faits aient un sens. Si Rurik a existé, alors il est l'un de ces hommes dont l'ombre traverse les siècles, un conquérant ou un organisateur dont le nom a été transmis parce qu'il a changé le destin d'un territoire. Mais s'il n'a pas existé tel qu'on le raconte, s'il est une figure reconstruite, alors il représente autre chose. La preuve qu'un peuple peut se créer une origine comme on plante un drapeau au début d'une histoire. Pour dire, c'est ici que nous avons commencé. Et c'est pour ça que Rurik reste un mystère. Parce que dans son cas, ce n'est pas seulement le passé qui est incertain, c'est la frontière entre le passé et le récit. Mesdames et messieurs, on en a fini pour nos 10 énigmes. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Personnellement, c'était encore une fois un plaisir de partager tous ces récits avec vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, AkenTV, je vous le remets juste ici si vous avez un doute sur l'orthographe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!